Alors, bonjour Laurent Kessy. Alors, c'est vous la vedette un petit peu aujourd'hui, puisque le thème de cette rencontre, c'est polar et dystopie. Et vous avez écrit en 2021 un polar quand même, je reviens sur ce polar, correspondant local aux éditions Filature. Alors, c'est dommage parce qu'on l'a pas, j'ai vu ici, qui m'a permis, moi en tout cas, puisque moi je m'intéressais essentiellement au polar au départ, je suis chroniqueur polar à Sud-Ouest. Et donc, votre existence, je l'ai découverte grâce à ce polar. Mais en fait, vous aviez dans une autre dimension qui m'échappait totalement jusqu'à aujourd'hui, étiez déjà un romancier confirmé, vous avez été auteur jeunesse, vous êtes auteur jeunesse, aussi scénariste de BD, alors on le voit là tout de suite, traducteur et spécialiste de Philippe Cadic qui nous réunit aujourd'hui. Vous avez publié en 2018 cette bande dessinée avec le dessinateur Mauro Marchesi qui raconte la vie de Dick. Alors Dick est né en 1928, mais votre point de départ c'est 1981. C'est pas complètement un hasard parce que c'est l'année où se tourne Blade Runner avec Ridley Scott. Enfin, c'est Ridley Scott qui le tourne. Et on voit donc dans cette première scène, on voit un personnage de Philippe Cadic qui est particulièrement heureux de ce tournage, de cette ambiance. Donc vous vouliez démarrer sur le bonheur de Philippe Cadic. Oui, un personnage qui a une vie compliquée, donc je décris sa vie pas facile, et c'est vrai que je commence avec le moment où en gros la boucle est un peu bouclée. Il découvre, alors il n'a pas aimé les versions du scénario qu'il a lu, il a été un peu échaudé par plusieurs versions du scénario. La dernière lui plaît un peu plus que les autres. Et puis quand Ridley Scott lui montre 20 minutes d'images du film, il est sidéré, il lui dit vous êtes allé puiser les images dans mon cerveau, c'est pas possible, c'est vraiment, on dirait que c'est mon livre transposé comme ça. Et donc il est heureux, il est à l'aube du succès, quoi. Le film va sortir, Hollywood s'est emparé de son œuvre, enfin, il est à peu près stable dans sa vie pour la première fois de sa vie, enfin, tout va bien. Et puis il fait un AVC et il passe franchement dans le coma et il meurt. Donc ma BD commence comme ça. Et pendant son coma, alors je reprends un des principes qu'il a utilisé plusieurs fois dans son œuvre, c'est cette semi-vie, c'est fait que dans le coma, on revoit un peu des choses de notre vie, c'est un truc qu'il a beaucoup utilisé. Et donc lui revoit sa vie et on repart parce qu'il avait commencé exactement dans la même position en semi-vie. Il était en couveuse quand il était né, donc entre la vie et la mort. Et donc je fais le parallèle entre ces deux éléments et on repart de zéro, de 1928, et on suit sa vie. Et on arrive à un événement qui est peut-être fondateur aussi, en 1929, c'est la mort de Jane, sa petite sœur jumelle. Et c'est quelque chose qui peut-être va déterminer aussi pas mal qui va avoir des conséquences assez visibles assez rapidement. Alors ce jumeau fantôme. Ouais, c'est un sujet assez compliqué, ce sujet donc la petite fille qui meurt de malnutrition âgée de quelques semaines. Donc c'est un drame familial assez intime qui est donc on ne sait pas si lui il n'en a pas de souvenir, peut-être inconscient, mais c'est quelque chose qu'on lui raconte, qui est ancré dans l'histoire familiale. Alors moi je suis pas psychologue, psychanalyste, je ne peux pas analyser. Lui il en a beaucoup parlé, il avait cette espèce d'attirance pour des jeunes filles aux cheveux noirs qu'il idéalisait comme étant sa sœur un peu réincarnée. Enfin, lui-même en parle beaucoup dans son œuvre et dans ses lettres, ses écrits, ce qu'on appelle son exégèse, qui est une espèce de long essai qu'il a écrit pendant 10 ans. Il vide carrément vraiment tout ce qu'il a dans le cerveau et il revient sur son œuvre et il travaille sur lui-même. Donc c'est quelque chose qui est très marquant pour lui, qui est difficile à analyser pour à la fois le critique littéraire et le lecteur, parce que voilà, c'est des choses très psychanalytiques qu'on a du mal on n'est pas outillé pour, et même qu'on pourrait prendre plusieurs aspects qui s'affronteraient. C'est quelque chose de très important, qui est un peu un coin perdu de l'œuvre et de la vie, qu'on a du mal à comprendre. Alors je voudrais là citer un critique qui s'appelle François Rayet, qui est critique à Sud-Ouest,
qui est le critique de la science-fiction, qui normalement devait venir avec nous pour m'accompagner dans cette rencontre avec Laurent Kessy. Et dans un de ses articles, François Rayet qualifie Dick de junkie, clown, prophète et grand barjot devant l'Éternel. Alors je résiste pas à cette possibilité de décliner un petit peu tous ces qualificatifs et pour voir comment ça se rencontre dans sa vie. Alors commençons par barjot. Barjot, il a un côté peu stable en effet, mais c'est un. Alors il y a un livre qui s'appelle Confession d'un Barjot, donc je pense que François c'est référence à ça, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma avec un film français avec Hippolyte Girardot et j'ai oublié l'autre acteur. Qui est un de ses romans réalistes. Donc il n'a pas écrit que de la science-fiction, il a aussi écrit des romans réalistes. Et Confession d'un Barjot, c'est l'histoire on va dire d'un simple d'esprit, heureux les simples d'esprit, qui croit aux extraterrestres et qui a une collection de magazines de SF un peu comme Dick. Alors Dick a ce côté un peu, on dirait maintenant un geek, c'est-à-dire un passionné de science-fiction, et il a ce côté malade mental. Alors on lui a posé plein de diagnostics à posteriori. Schizophrène, voilà. Paranoïaque. Paranoïaque, ça c'est une certitude. Schizophrène, non, parce qu'il y a eu un moment où il a entendu des voix, mais c'est visiblement une attaque cérébrale plutôt qu'un symptôme. En fait, il parle beaucoup de schizophrénie dans ses œuvres, dans les nouvelles notamment. C'est un sujet qui l'intéressait beaucoup, la schizophrénie, mais notamment dans Glissement de temps sur Mars, etc. Mais il avait rencontré un enfant schizophrène qui l'avait beaucoup marqué, et voilà, il s'intéressait à tout ça. Lui-même a été chez le psy très très tôt. Sa femme l'a envoyé chez le psy sa mère l'a envoyé chez le psy très tôt. Mais à propos de Barjot, il y a quand même ce que dit sa mère en 1947. C'est un tout jeune homme où elle lui dit, il dit qu'il veut quitter, il veut quitter le cocon familial, qui n'est pas vraiment un cocon d'ailleurs. Et elle lui dit, tu finiras homosexuel, quoi. Donc c'est déjà une menace qu'elle fait peser sur lui qui est terrible, quoi. Il se trouve que il part de chez elle et il s'installe dans une colocation, enfin une grande maison des champs, et qui est occupée par des poètes du mouvement de San Francisco des années 50, dont certains sont homosexuels. Donc voilà, la façon dont elle le dit, c'est une menace. Oui. À un moment où lui-même n'est pas très sûr encore de sa sexualité, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Alors on disait Barjot, et puis dans ce que disait François, il y avait junkie aussi. Je crois que c'est aussi un terme qu'on peut essayer de commenter. Oui, alors là aussi, c'est un thème qui correspond sans correspond. C'est pas le terme le plus adapté. C'est-à-dire que oui, il prenait des drogues, mais disons que c'était pas un camé qui se piquait à l'héros. Il prenait des amphétamines pour travailler. Du LSD du LSD, il en a pris une fois, il a fait un mauvais trip et il a dit c'est bon, j'arrête. Alors qu'on le prenait pour un auteur psychédélique, voilà, un auteur lysergique, on l'a qualifié de tout. Enfin, les Français l'ont reçu comme le pape du LSD dans les années 70, alors que pas du tout, quoi. Il était plutôt sous speed pour travailler, parce que quand il a commencé sa carrière, il fallait qu'il écrive énormément, donc il écrivait un roman en 15 jours, parce que il avait très peu d'avance et que pour vivre, il fallait vraiment écrire. Le problème, c'est qu'il n'arrivait plus à dormir, donc il prenait des calmants pour dormir. Cercle vicieux, il a fini à la fin des années 60, quand même, dans une maison où il recueillait plein de jeunes junkies. Alors là, c'est vrai, il y a un film qui raconte ça, qui s'appelle Substance Mort, qui est adapté du roman Substance Mort, et qui raconte vraiment cette période-là où il était un peu l'oncle, le père, il recueillait tous les oiseaux de passage un peu... les enfants perdus quoi, chez lui, et c'est sans doute ça la période junkie, et puis peu à peu il s'est sorti de ça, mais c'était pas récréatif, c'était disons une nécessité pour supporter la vie et supporter le travail qui lui incombait. Ouais. Il y a aussi donc à un moment donné François Rayet dit prophète. Alors dans son œuvre là, peut-être qu'on pourrait trouver des phases prophétiques. Alors il y a
il y a une cassure dans son œuvre où, en 74, donc avant 74, il écoute la SF à peu près classique, enfin classique, mais quand même hors du commun parce que vraiment, il invente des concepts fous que d'autres n'ont jamais fait. Enfin, il apporte vraiment une nouveauté à la science-fiction. Et en 1974, il a une espèce de vision mystique. Il sait pas exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un satellite qui lui parle? Il reçoit des images au plafond. Il voit comme des peintures de Kandinsky. Il entend des voix. Il écoute Lucy in the Sky, Miss Diamond. Non, c'est Strawberry Fields. Et à la radio, Strawberry Fields des Beatles passe. Et la voix de John Lennon lui dit que son fils a une hernie et que si on l'opère pas très vite, il va mourir. Donc ils amènent le petit, c'est un bébé, ils l'amènent chez le pédiatre qui dit oui, en effet, il a une hernie, il s'est opéré aussi. Donc c'est une hallucination auditive qui lui fait croire qui incite à soigner son fils. Donc il a cette espèce de vision mystique qui le retourne complètement et que certains analysent comme une espèce de mini-attaque cérébrale qui, 10 ans plus tard, auront sa peau, quoi. Et à partir de là, il travaille sur son exégèse. La graphomanie est aussi un symptôme de ça. Et toutes les nuits, il passe ses nuits à essayer de comprendre ce qui est arrivé en février-mars 1974. Et donc, toutes les théories sont possibles. Les Russes qui lui envoient des images par des satellites. Une espèce de dieu qui écrit. Alors, il appelle Valis en anglais et Siva en français. Il va écrire la trilogie divine. Oui, la trilogie. Pour essayer, où il se met en scène lui-même pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et alors, prophète, il se revendique pas du tout prophète. Il aurait été malin, il aurait été comme Ron Hubbard, il aurait créé une religion, il aurait été millionnaire, et voilà. Mais je pensais prophète par rapport à certaines dans ses nouvelles, par exemple. J'en ai lu, j'ai relu quelques-unes des nouvelles là, avant de venir. Il y a quand même il y a un caractère prophétique où il annonce des choses alors c'est le type même de la dystopie qui tourne mal quand on la vit. Et qu'il n'y ait plus une dystopie, qui est carrément le présent en train de se réaliser, mais il dit des choses sur les guerres, sur d'autres l'ont fait aussi, hein, mais c'est quand même assez net dans ces nouvelles. Alors moi je suis de cette école qui croit que la science-fiction c'est pas du tout prédire l'avenir, c'est même pas du tout parler du futur, c'est parler du présent mais par un autre prisme, en le prenant de biais. Et je pense que Dick, sa grande force, c'était quelqu'un de très empathique, c'est-à-dire qu'il était à fleur de peau, il avait des émotions très fortes. Je pense qu'il captait, il avait du mal, il était agoraphobe, il avait du mal à rester quand il y avait beaucoup de gens parce que je pense qu'il captait toute cette énergie des gens et il avait du mal à le supporter. Et donc c'est un auteur qui était très renseigné, il était au cœur quand même à Berkeley dans les années 50 de la contre-culture américaine, etc. Et il a senti l'Amérique comme peu d'autres auteurs l'ont senti. C'est-à-dire qu'il a vu ce qui se passait et il n'a fait que retranscrire ce qui se passait, les mouvements underground, les guerres à l'étranger, enfin la guerre de 40 qui continue en fait, l'affirmative action qui passe l'Indochine, le Vietnam. C'est juste la guerre qui continue jusqu'à nos jours. Tout ça, il l'a senti, il a écrit dessus en mettant des robots et des vaisseaux spatiaux. Mais en gros, il prévoyait le futur juste en exagérant le présent. Et c'est ce que font tous les bons auteurs de SF, mais lui, il avait une acuité hors du commun pour faire ça. Il vient en France en 77 à une conférence à Metz. Alors, François Harrier parle de clown, et c'est à ce moment-là que j'aimerais qu'on relie un peu s'il n'est pas en train de jouer aussi une comédie à un moment donné. Parce qu'il en fait le commentaire de cette conférence qui a surpris énormément de gens, et où il dit que oui, il est content d'avoir pu peut-être bluffer un peu son public. Est-ce que c'est sa dimension de clown là est-ce qu'il a été un clown, même si c'est un clown tragique Alors, il y a plein d'éléments très drôles dans ces textes. Est-ce qu'il joue un rôle? C'était la question qu'on se pose. D'accord. Alors, est-ce qu'il joue un rôle? Oui. Il joue un rôle avec chaque interlocuteur qu'il a, il joue le rôle, c'est-à-dire, ça découle de ce que je viens de dire juste avant, c'est-à-dire qu'il sait très bien ce que la personne en face de lui attend de lui. Et donc, moi j'ai lu des dizaines de témoignages pour écrire cette bio, j'ai parlé avec des gens qui l'ont rencontré,
Et tous me disent qu'il était comme il l'imaginait. Et que, en fait, il se mettait au niveau, il savait très bien ce qu'attendait son interlocuteur, et donc il jouait le rôle de. Et naturellement, c'était pas un rôle, il devenait celui qu'on attendait de lui. Pourquoi, comment, je sais pas, mais alors il n'y a pas de côté clown, il y a un côté même pas caméléon, je sais pas, il y a un côté intuitif. Ouais, intuitif. C'était. Alors moi, je ne l'ai pas connu, mais j'ai parlé à des gens qui ont connu, et il y a vraiment ce côté. Il est toujours différent selon la personne avec laquelle. C'est jamais le même. Donc on peut pas le définir. D'ailleurs, François, il met plusieurs mots. Oui. Voilà, et tous s'accordent. Tous ces mots sont valables et aucun n'est valable. Enfin, c'est ça, quoi. Alors, vous avez supervisé l'édition des nouvelles, l'intégrale donc des nouvelles qu'on peut voir ici. Là. On peut dire que les années 50, c'est vraiment le point d'exubérance dans la création de ces nouvelles. Avant la publication du premier roman en 55, il a écrit énormément de nouvelles et on voit pratiquement toute la palette du personnage, de l'écrivain qu'il est dans ces nouvelles. Pour une raison simple, à l'époque, le marché de la science-fiction, c'était que de la nouvelle. Dick est un auteur, alors maintenant c'est un auteur reconnu, un auteur célébré. À l'époque, c'est des centaines d'auteurs qui écrivent tous les mois dans les magazines de SF pour remplir les pages. Et il écrit beaucoup parce qu'il est très jeune, il a besoin de livres, il n'a pas fait d'études, et donc voilà, il se met à travailler tout de suite. Et il comprend très vite qu'il ne pourra pas garder un vrai travail, il est trop agoraphobe, il a trop de problèmes. Donc il est chez lui, il écrit. Et le marché, c'est les nouvelles. Donc il écrit des nouvelles, il en écrit plein. Et on le voit d'ailleurs dans la première moitié du premier volume, on voit un écrivain en construction. On voit un jeune homme qui apprend à écrire. Et alors il a des bonnes idées. Au début, il les développe de façon assez réduite, et puis peu à peu, il apprend à le faire de mieux en mieux, et donc on le voit évoluer comme ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est le plus passionnant dans ces premières nouvelles. Et à partir de 55, le marché de la nouvelle les magazines commencent un peu à s'effondrer au profit des livres de poche qui viennent d'apparaître. Il suit le marché, il commence à écrire des livres de poche, mais pareil, à la chaîne, il en écrit très vite. C'est des trucs vraiment très beau marché où il y a pêle-mêle. D'un côté, il y a un roman d'un auteur, et de l'autre côté, on retourne le livre, il y a un autre roman, c'est l'équivalent du Fleuve Noir, si vous voulez. Des listes de bol, il est payé que dalle. Enfin, bon, c'est vraiment, il aura lutté toute sa vie pour lutter ça. C'est aussi ce qui fait son côté très attachant, quoi. C'est un vrai écrivain, col bleu, quoi. Et il aura, enfin, c'est un côté tragique aussi, il n'aura jamais eu le succès qu'il méritait. Dans ces nouvelles, parce qu'on est sur les nouvelles, là, il y a deux directions dans son travail. Une direction fantastique, pure, et la science-fiction. Alors, on est dans les années 50, donc, comme tu dis, à la SF pure et dure, robots, vaisseaux spatiaux, guerre entre les robots et les humains. Il y a eu un film, d'ailleurs, adapté d'une Sylvain qui traite de ça, qui s'appelle Planète Hurlante. En gros, il parle de la guerre froide. Mais il parle de la guerre froide avec le prisme de la science-fiction. Des robots, toute la panoplie qui est utilisée à l'époque. Et en cela, il n'est pas très éloigné des auteurs de l'époque. Et moi, ce que je préfère de l'époque, c'est ces petites nouvelles fantastiques qui se rapprochent plus, on va dire, de la 4e dimension, de ce stéréotypé, voilà, avec des nouvelles à chute, où là, on voit vraiment son humanité. Il travaille une autre matière qui reprendra pas après dans ses romans, où il restera vraiment dans la SF plus évolué et plus perfectionné. Et moi, je trouve que ces petits textes fantastiques sont vraiment plus attachants que ces nouvelles, ces premières nouvelles de vraie SF. Il y a eu la Small Town, par exemple, la ville qui réduit. Voilà, il y a ça. Il y a une de ses premières nouvelles, c'est avec un chien qui aboie quand les éboueurs passent, parce que lui, il a compris que les éboueurs, c'est des extraterrestres, en fait, et que c'est pas juste des éboueurs. Enfin, ce genre de la petite banlieue américaine suburbaine des années 50, voilà, il l'a décrit comme personne, parce qu'il y habite. Et là encore, il a cette acuité de nous la faire sentir, quoi. Et c'est un aspect de son œuvre qui n'a pas été beaucoup étudié, qui est assez mal connu, et que moi je trouve très intéressant.
Alors, vous l'aviez évoqué très brièvement, mais j'aimerais qu'on s'y arrête un moment parce que c'est souvent le problème des écrivains dits populaires. Il considérait un peu quand même qu'il était assigné à ce genre, à la science-fiction, et il n'aspirait qu'à une chose, c'est écrire le grand roman de littérature générale. Dès son premier roman de science-fiction, parallèlement, il écrit un roman de littérature générale. Souvent, c'est des romans qui tournent autour du mariage, de gens qui ont des problèmes psychologiques qui sont dans leur peau et qui vivent dans la zone de la baie de San Francisco. Il y a un certain stéréotype. Et c'est des thématiques voilà, qu'on retrouve dans tous les romans de littérature générale de l'époque. Il en a écrit 14 en 7 ans, je crois, ou en 10 ans, parallèlement à ses romans de science-fiction. Donc, il a envoyé le tout à un agent à New York qui, lui, s'occupait de placer les romans ses romans, et qui plaçait tous ses romans de science-fiction sans aucune exception, et qui a réussi à placer un seul roman de littérature générale en 1974, c'est-à-dire 15 ans après qu'il ait été écrit, et c'est Confessions d'un barjot. Et donc, au milieu des années 60, son agent lui a renvoyé tous ses manuscrits de littérature générale en lui disant ben voilà, personne n'en veut, tu es condamné à écrire de la science-fiction, quoi. Et c'est un des drames de sa vie, quoi. Et là encore, ce qui rend le truc encore plus tragique, c'est que depuis sa mort, tous ces romans de littérature générale, même des manuscrits qui n'avaient pas été achevés, tout a été publié, traduit en français. Enfin, donc voilà. Et il a longtemps essayé de travailler, de faire la synthèse entre littérature générale et science-fiction. C'est ce qu'il fait avec Le Maître du Haut-Château. Vous pouvez nous dire un mot sur Le Maître du Haut-Château? Alors, Le Maître du Haut-Château, c'est le roman, c'est une uchronie. Donc, les Allemands et les Japonais, les forces de l'Axe ont gagné la guerre. Et la côte ouest des États-Unis est occupée par les forces japonaises. Et c'est un roman, et pareil, il décrit la réalité du monde. Donc c'est écrit en 1962, donc ça se passe en 1962. Et on voit comment les Californiens vivent pas sous le joug, parce que sous l'occupation japonaise, mais qui est une occupation japonaise, c'est-à-dire un peu sournoise, un peu tout en douceur, mais en même temps une main de fer cachée dessous. Enfin, et il décrit tout ça très bien. Il s'était intéressé aux romans japonais, donc il écrit dans un style qui mêle les romans japonais de l'époque et les romans réalistes français de l'époque aussi. Enfin, très très bien écrit. Et il croit, et ce roman a du succès, et il croit avoir là trouvé le moyen de mélanger la littérature générale et le genre et la science-fiction. Et il écrit 2 romans derrière dans ce style qui se entend sur Mars et les 2 de Chantor. Et ça ne marche pas autant. Et il est réduit à recommencer à écrire les romans de SF avec des extraterrestres et des vaisseaux spatiaux pour le public qui lit des romans de gare et qui le fait vivre en fait. Donc, même là, il n'a pas réussi pour des questions de marché. Et alors, en quoi la trilogie divine était une rupture par rapport à tout ce qu'il a fait avant? C'est là c'est en fin de carrière littéraire. Ouais. Alors, la trilogie divine, c'est ses 3 derniers romans. Et c'est, donc tout à l'heure, je vous parlais de la crise mystique de 1974. C'est en quelque sorte sa façon d'analyser, de mettre en fiction ce qui lui est arrivé à l'époque. Donc le rayon rose, etc. Il raconte vraiment cette expérience. Il se met en scène. Il y a un personnage qui s'appelle Philippe Cadic. Mais comme on est chez Philippe Cadic, il y a un autre personnage qui lui ressemble énormément, qui s'appelle Horselover Fat. Donc Horselover, c'est Philippe, l'homme, celui qui aime les chevaux. Horselover. Et Fat, c'est tic en allemand, c'est gros. Donc voilà. Donc ils se dédoublent. Et il y a un qui est sceptique et l'autre qui croit à ce qui lui est arrivé. Enfin, et donc il met en scène la schizophrénie dont on parlait tout à l'heure. Et il met en scène ses vrais amis, leurs discussions, etc. Et il retravaille toute cette matière, mais dans des textes qui sont passionnants d'intelligence, qui n'ont plus grand-chose à voir avec la SF des années 50, et qui sont une ouverture. Moi, je pense que il était enfin arrivé à ce mélange auquel il aspirait de littérature générale versus une SF un peu plus sophistiquée, un peu plus psychologisante, disons, à la Ballard, plutôt qu'à la Van Vogt de ses livres.
Oui, d'ailleurs, François Rayet, à propos de cette trilogie, il dit que on est plus du côté de Pascal et de Beckett que du cyberpunk de Ridley Scott. Voilà. Vous avez écrit donc un polar. C'était la dimension initiale qui m'avait fait vous rencontrer. Correspondant local, avec un personnage, Alexandre Loïla, qui était donc le journaliste. Alors, le correspondant local dans les journaux comme à Sud-Ouest, par exemple, c'est le journaliste qui est vraiment de terrain, qui n'a pas le statut professionnel du journaliste, quoi. Il n'a pas de carte de presse. Qui n'a pas de carte de presse, voilà. Mais qui fait un boulot indispensable. Hein. Le Sud-Ouest ne vivrait pas sans les correspondants locaux. Alors, comme vous êtes aussi apparemment intéressé par les dystopies, si vous deviez mettre en scène votre Alexandre Loïla dans un futur très proche, de quelle nature serait ce futur? Bah alors là, je vais prendre une page, je vais piquer la façon de faire vie. Je regarde la fumée là-bas, voilà, j'ai vu que Boris Johnson s'est barré de son poste en disant hasta la vista baby. Enfin, Dick aurait pas pu l'inventer, quoi. Enfin, je suis en train de d'écrire un roman de science-fiction et j'ai très peu à me forcer pour l'inventer. C'est un roman dystopique. Alors, sans me comparer du tout, mais mon idée c'était de faire une dystopie aussi forte que 1984, c'est-à-dire aussi méchante que 1984. Et je regarde autour de moi et je me dis, mais c'est pas compliqué. Je le curseur à 7,5, je le mets à 8 et ça suffit. Voilà, quoi, on y est déjà, quoi. Moi, j'ai l'impression depuis quelques années, là, depuis, je sais pas, l'élection de Trump, par exemple, que c'est un truc qu'elle dit qu'on pouvait passer d'un fil de l'histoire à un autre. Et que là, on est passé sur le mauvais fil, quoi, et on repasse pas au bon fil, et que là, on va vraiment vers ce qu'il y a de pire. Voilà, le présent, j'ai l'impression, est assez mauvais, est assez dystopique au départ. Merci beaucoup, Laurent Kessy. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un polar, donc qui s'appelle Correspondant local, et que vous avez une suite qui devrait sortir chez Alibi à la rentrée. Donc là, on a l'œuvre principale qui est sur la table. C'est cette BD en ligne claire. Donc moi, je trouve assez fascinant de pouvoir entrer très facilement dans l'œuvre de Philippe Cadic grâce à cette BD qui est très bien scénarisée par Laurent. Voilà, merci beaucoup. Merci.